Le vampire n'est pas celui qui boit le sang, mais celui qui empêche la vie de circuler. Cette pensée de Georges Bataille semble avoir été le fil conducteur, presque l'obsession, de Robert Eggers lorsqu'il s'est attelé à la réactivation d'un mythe que l'on croyait pourtant épuisé. Car le Nosferatu d'Eggers n'est pas un simple remake, ni même une relecture polie d'un classique de l'expressionnisme allemand. C'est une véritable opération archéologique. Eggers ne se contente pas de filmer une histoire de monstre, il exhume une peur ancestrale pour la confronter à notre regard contemporain, sans jamais chercher à la rendre aimable, sans jamais tenter de la lisser pour la rendre compatible avec nos habitudes de spectateurs modernes. Nous sommes plongés dans une Europe du XIXe siècle, prise dans un étau inconfortable. C'est un monde à la lisière, un moment charnière où la raison progresse et où la science commence à quadriller le réel, mais où la Terre n'a pas encore cessé d'être habitée par l'invisible. Nous suivons Thomas Hutter, un jeune clerc consciencieux, presque insignifiant dans sa bonne volonté bureaucratique, envoyé en Transylvanie pour une simple transaction immobilière avec le comte Orlok. Ce qui commence comme une formalité professionnelle, un déplacement au service du progrès économique, devient très vite un glissement, une lente sortie de la lumière. Plus Thomas avance vers l'est, plus les paysages se ferment, plus les certitudes rationnelles s'effritent, laissant place à un silence qui ne présage pas la paix, mais l'extinction. Le Nosferatu de Robert Eggers ne se contente pas de réveiller une icône de l'expressionnisme allemand. Il entreprend une fouille, une excavation lente et méthodique dans les coulisses profondes de l'imaginaire occidental. Là où le mythe n'est plus un récit naïf, mais une structure persistante, un reste qui refuse de disparaître. Eggers ne filme pas un monstre surgissant du passé pour effrayer le présent. Il filme un passé qui n'a jamais cessé d'habiter le présent, tapis sous les formes rassurantes de la modernité. Car le vampire ici n'est pas une anomalie, il est un symptôme. Il apparaît précisément au moment où une société commence à croire que tout peut être mesuré, contractualisé, expliqué, classé. Le XIXe siècle que filme Eggers est un siècle de transition, suspendu entre deux régimes de vérité. La science progresse, les cartes se remplissent, les chemins se rationalisent, les échanges se normalisent. Et pourtant, quelque chose persiste dans l'ombre, quelque chose qui ne se laisse ni réduire à un phénomène médical, ni absorber par le langage du progrès. C'est dans cet entre-deux que Nosferatu trouve sa puissance. Le film ne se situe pas dans un monde médiéval saturé de croyances, ni dans une modernité pleinement désenchantée. Il se déploie dans une zone de friction, là où la raison commence à dominer les discours, mais n'a pas encore réussi à coloniser les affects. Un monde où l'on signe des contrats tout en murmurant des prières, où l'on bâtit des villes organisées tout en redoutant encore ce qui vient des forêts, des montagnes, des marges. Thomas Hutter est l'enfant parfait de ce moment historique. Il incarne une humanité qui croit avoir trouvé la bonne distance au réel. Il n'est ni héroïque, ni cynique, ni profondément mauvais, ni particulièrement lucide. Il est fonctionnel. Son rapport au monde est médiatisé par des papiers, des missions, des tâches à accomplir. Il se déplace non pas par désir, mais par nécessité professionnelle. Il ne cherche pas l'aventure, il accepte un mandat. Et c'est précisément cette neutralité apparente qui le rend vulnérable. Dans Nosferatu, le mal ne s'introduit jamais par la transgression ouverte. Il ne surgit pas dans un cri, dans une effraction, dans un acte de violence spectaculaire. Il arrive par les voies les plus banales. Une opportunité économique, un déplacement administratif, un contrat signé. Le film montre, avec une précision presque clinique, comment la modernité crée elle-même les conditions de son exposition à l'archaïque. Non par ignorance, mais par excès de confiance. La trajectoire de Thomas n'est pas une descente héroïque vers l'inconnu,
C'est une glissade douce, presque imperceptible, hors du monde de la signification. Plus il avance vers l'est, plus les repères se raréfient. Les paysages se ferment, les visages se durcissent. Le langage lui-même semble perdre de sa transparence. Ce qui frappe dans le film, c'est l'absence d'événements spectaculaires au moment du basculement. Rien ne se passe vraiment, et pourtant tout est déjà perdu. Le réel commence à se dérober sans jamais s'annoncer comme tel. Robert Eggers filme ce mouvement avec une patience presque cruelle. Chaque plan semble retenir le temps, comme si le monde hésitait à continuer. Le silence n'est jamais apaisant. Il est saturé d'une attente sans objet. Les lieux ne racontent plus d'histoire, ils imposent une présence. Le château d'Orlok n'est pas un décor gothique destiné à effrayer, mais une architecture de la stagnation. Un lieu où le temps ne circule plus, où la matière semble figée dans une survie sans devenir. Orlok lui-même apparaît moins comme une figure du mal que comme une conséquence logique. Il n'est pas la rupture, mais l'aboutissement, le point où la vie, refusant de s'éteindre, se transforme en prédation. Le vampire n'est pas celui qui détruit la vie, il est celui qui l'empêche de se transformer, de se transmettre, de mourir à temps. Il est une conservation monstrueuse, une éternité sans sens, une persistance vide. C'est en cela que Nosferatu dépasse largement le cadre du film d'horreur. Le film ne cherche pas à provoquer la peur par le surgissement de l'inattendu, mais par la lente prise de conscience d'un déséquilibre profond. Quelque chose ne meurt plus. Quelque chose ne circule plus. Le monde continue, mais il est comme engorgé. Et cette congestion atteint d'abord les corps. Les corps, chez Eggers, sont des surfaces sensibles, vulnérables, exposées. Ils tremblent, s'épuisent, se dessèchent. Le mal n'est jamais abstrait. La fatigue, la maladie, la contagion deviennent les signes visibles d'un désordre invisible. La peste qui s'abat sur Wisborg n'est pas un fléau extérieur, elle est la manifestation organique d'une présence qui ne devrait pas être là. Le film établit un lien constant entre l'invasion du vampire et la décomposition du tissu social. À mesure que la ville se remplit de morts, elle se vide de sens. Dans cette logique, la raison apparaît impuissante non pas parce qu'elle serait fausse, mais parce qu'elle arrive trop tard. Les médecins observent, mesurent, isolent, classent. Ils voient les effets, jamais la cause. La science décrit un monde déjà atteint. Elle accompagne la catastrophe sans pouvoir la nommer. Le film ne condamne pas la rationalité, il en montre les limites ontologiques. Tout ne se laisse pas réduire à un symptôme. Tout ne se résout pas par une explication. Face à cette impuissance, une autre forme de perception émerge. Hélène n'est pas une figure rationnelle, ni une héroïne au sens classique. Elle est traversée. Son corps réagit avant que son esprit ne comprenne. Elle ressent ce que les autres refusent de voir. Cette sensibilité, longtemps perçue comme une faiblesse, devient progressivement la seule voie d'accès au réel. Hélène n'analyse pas le mal, elle l'éprouve. Et c'est précisément cette exposition qui lui permet d'agir. Le film pose alors une question centrale. Et si la modernité avait confondu lucidité et fermeture? Et si le prix de la maîtrise rationnelle du monde avait été l'anesthésie de certaines formes de perception essentielles? Hélène n'est pas une survivance archaïque, elle est la mémoire vivante d'une relation au monde que la modernité a tenté d'effacer. Une relation faite de résonance, de pressentiments, de liens invisibles. Dans Nosferatu, la lutte contre le mal ne prend jamais la forme d'un combat frontal. Il n'y a pas de victoire triomphante, pas de restauration complète de l'ordre. Il y a un sacrifice, un geste radical qui accepte la perte pour interrompre la stagnation. La mort d'Hélène n'est pas une défaite, elle est une réintroduction du temps. Elle rappelle au vampire et au monde qui l'infecte que toute vie doit pouvoir finir pour que d'autres vies puissent commencer. Ce geste final éclaire rétrospectivement tout le film.
Nosferatu n'est pas une histoire de peur, mais une méditation sur la circulation. Circulation du sang, du désir, du sens, du temps. Le mal surgit lorsque quelque chose refuse de circuler, lorsque l'existence devient accumulation sans transmission, lorsque la survie remplace la vie. En exhumant cette figure ancienne, Robert Eggers ne regarde pas vers le passé par nostalgie, il interroge le présent. Il montre un monde qui croit avoir dépassé les monstres, alors même qu'il produit de nouvelles formes de vampirisme. Épuisement des corps, prédation des ressources, captation du vivant sous des formes toujours plus abstraites. Orlok n'est pas un anachronisme, il est un miroir. Nosferatu devient alors une œuvre profondément contemporaine, non parce qu'elle actualise le mythe, mais parce qu'elle révèle ce que le mythe disait déjà et que l'on n'a jamais vraiment voulu entendre. Que le plus grand danger n'est pas ce qui surgit dans l'ombre, mais ce qui s'installe tranquillement au cœur de la normalité. Que le véritable monstre n'est pas celui qui transgresse les lois, mais celui qui s'y inscrit trop parfaitement. Et que parfois, la seule manière de résister consiste non pas à expliquer davantage, mais à accepter de sentir ce qui ne se laisse pas expliquer. La tragédie de Nosferatu ne commence ni dans l'ombre du château, ni dans la silhouette décharnée d'Orlok. Elle commence dans la lumière tranquille de la vie ordinaire, dans ce monde réglé, structuré, rassurant, où chaque chose semble à sa place et où rien en apparence ne déborde. Thomas Hutter appartient pleinement à cet ordre. Il en est l'enfant docile, presque exemplaire. Il n'est pas animé par une soif d'aventure, ni par un désir de transgression. Il est mu par une logique d'intégration. Son rapport au réel est médiatisé par des fonctions, des missions, des rôles à tenir. Il ne regarde pas le monde, il l'administre. Eggers le filme sans ironie excessive, mais avec une précision clinique. Thomas n'est ni stupide ni arrogant, il est fonctionnel. Et cette fonctionnalité est son drame. Il vit dans un monde où la normalité est devenue une valeur en soi, où l'adaptation tient lieu de sagesse, où l'on ne se demande plus ce qui est juste ou vrai, mais ce qui est conforme. Sa vie est une promesse de stabilité, un emploi, un mariage, un avenir raisonnable. Rien ne semble exiger d'être interrogé. Lorsqu'on lui confie la mission de se rendre en Transylvanie pour finaliser une transaction immobilière, il n'y voit aucun signe, aucun trouble. Il y voit une opportunité, un déplacement professionnel parmi d'autres, un pas de plus vers la consolidation de son existence. Le voyage, dans son esprit, n'est pas une aventure, mais une parenthèse productive. Il part sans inquiétude, convaincu que le monde est désormais suffisamment balisé pour qu'aucune zone ne demeure réellement inconnue. C'est là que se joue le premier piège du film. Cette croyance silencieuse selon laquelle le réel serait devenu intégralement lisible. Thomas incarne une modernité qui pense avoir dissipé les zones d'ombre non pas par excès de violence, mais par excès de confiance. La carte, le contrat, la mission officielle deviennent des garanties ontologiques. Tant que les formes sont respectées, rien ne peut véritablement mal tourner. Le voyage vers l'Est, pourtant, fissure lentement cette certitude. Eggers filme ce déplacement comme une désymbolisation progressive. À mesure que Thomas avance, le monde perd sa transparence. Les paysages se referment, les gestes se chargent d'une gravité muette. Ce qui frappe, ce n'est pas l'apparition d'un danger manifeste, mais l'épaisseur nouvelle du silence. Les mots ne circulent plus librement. Ils se contractent, se murmurent, se retiennent. À l'auberge, juste avant le col, tout est déjà là. Les regards évités, les signes tracés à la hâte, la peur collective qui n'a pas besoin d'être expliquée parce qu'elle est partagée. Les villageois ne cherchent pas à convaincre Thomas. Ils ne démontrent rien. Ils avertissent. Leur rapport au réel n'est pas fondé sur la preuve, mais sur une mémoire incorporée. Ils vivent avec un danger comme une donnée du monde. Thomas, face à cela, rit,
Mais ce rire n'est pas un rire de mépris brutal, il est plus insidieux. C'est un rire de protection, presque de défense. Un rire qui permet de maintenir à distance ce qui pourrait fissurer son cadre de compréhension. Il ne nie pas frontalement la peur des autres, il la disqualifie comme superstition, comme archaïsme, comme résidu d'un monde dépassé. Il se place du côté de la raison, mais d'une raison qui n'écoute plus. Ce moment est décisif. Il marque le point où deux régimes de vérité se croisent sans jamais se rencontrer. D'un côté, un monde de signes fonctionnels, administrables et changeables. De l'autre, un monde de présages, de transmissions orales, de savoirs non codifiés. Thomas choisit sans hésiter, non par réflexion, mais par habitude. L'arrivée au château ne produit pas le choc attendu. Rien ne surgit violemment. Le lieu n'est pas hostile. Il est vidé. Il n'oppose aucune résistance parce qu'il n'est déjà plus dans le même ordre du réel. Le temps y semble figé, la matière y est lourde, comme si la vie avait cessé de circuler depuis longtemps. Et pourtant, Thomas continue. Il applique les procédures, il sort les documents, il vérifie les signatures, il se raccroche à ce qui lui reste, la forme. La scène du contrat est un moment important du film, car précisément, elle est dépourvue de spectaculaire. En signant, Thomas ne commet pas une erreur naïve. Il accomplit un geste profondément moderne. Il fait entrer l'inacceptable dans l'ordre du légal. Il donne au mal un statut administratif. Orlok n'a pas besoin de forcer l'entrée du monde civilisé. Il y est invité, reconnu, validé. Eggers filme le regard du comte non pas posé sur les clauses, mais sur Thomas lui-même. Le vampire ne s'intéresse pas au contenu du contrat. Ce qui l'intéresse, c'est la disponibilité intérieure de celui qui signe. Thomas est prêt parce qu'il a déjà accepté que le réel puisse être réduit à une transaction. Le contrat n'est pas une protection, il est une ouverture. À partir de cet instant, tout est déjà joué. Le mal ne surgira pas comme une rupture brutale, mais comme une conséquence logique. Orlok ne détruit pas l'ordre moderne, il s'y insère. Il utilise ses circuits, ses flux, ses médiations. Il ne conteste pas le progrès, il en exploite les angles morts. La tragédie de Thomas n'est donc pas celle d'un homme trompé, mais celle d'un homme parfaitement adapté, sa normalité et sa faille. Il ne manque ni de courage, ni de bonne volonté, mais de porosité au réel. Il ne perçoit pas les signes, parce qu'il a appris à ne reconnaître que les procédures. Il avance, confiant, non parce qu'il est aveugle, mais parce qu'il est trop bien intégré dans un monde qui a cessé de se méfier de lui-même. Eggers semble suggérer ici une idée profondément dérangeante. Le mal le plus efficace n'est pas celui qui transgresse les règles, mais celui qui les épouse. Il ne se présente pas comme une anomalie, mais comme une continuité. Il se glisse dans les interstices laissés par une rationalité qui croit avoir tout prévu. Thomas devient ainsi le premier vecteur de la catastrophe, non par faiblesse morale, mais par conformité. Il transporte avec lui, sans le savoir, la certitude dangereuse que le monde est désormais sûr parce qu'il est organisé. Et c'est précisément cette certitude qui permet à l'ombre de s'étendre, non pas contre la civilisation, mais à travers elle. Avec l'entrée en scène d'Orlok, Nosferatu cesse définitivement d'être un récit de seuil pour devenir une expérience de contamination. Le mal n'est plus seulement pressenti, deviné, pressuré par les signes. Il s'incarne. Il prend chair, ou plutôt une chair paradoxale, dégradée presque résiduelle. Orlok n'apparaît pas comme une figure de puissance triomphante, mais comme un corps qui insiste, un corps qui refuse de disparaître, qui persiste au-delà de toute logique vitale, et dont la simple présence dérègle l'ordre du vivant. Eggers filme Orlok non comme un prédateur rapide, mais comme une lenteur mortifère. Tout chez lui est pesant et tiré,
arraché à la fluidité naturelle du mouvement. Son corps ne circule pas, il s'impose. Il ne traverse pas l'espace, il le sature. Là où Thomas appartenait à un monde de flux, déplacement, échange, mission, Orlok incarne l'arrêt, une forme de stagnation absolue. Il n'est pas le contraire de la vie, il en est la fixation morbide. Cette fixation est essentielle pour comprendre la nature du mal à l'œuvre dans Nosferatu. Le vampire n'est pas celui qui tue simplement, il est celui qui empêche la mort de jouer son rôle symbolique. Il suspend le cycle, il transforme la finitude en enfermement. En ce sens, Orlok n'est pas un être immortel au sens glorieux du terme, mais un être condamné à durer sans devenir. Son éternité est une pathologie. Le film insiste d'ailleurs sur cette dimension corporelle du mal. Orlok est décomposé sans être mort, vivant sans être vivant. Sa peau, son regard, sa posture évoquent une humanité qui aurait été vidée de toute capacité relationnelle. Il ne désire pas au sens érotique ou vital. Il aspire, il vide, il prélève. Le vampire ne connaît pas la rencontre, seulement l'absorption. Cette physiologie du mal se propage bien au-delà de sa personne. À mesure qu'Orlok se rapproche de Wisborg, le monde entier commence à se dérégler sur un plan organique. La peste envahit la ville, non comme un accident biologique isolé, mais comme une extension du déséquilibre. Les corps tombent, s'affaiblissent, se couvrent de plaies. La ville, autrefois espace de circulation ordonnée, devient un amas de corps immobiles, de charrettes funèbres, de maisons fermées. Eggers établit ici un lien fondamental entre la présence du vampire et l'effondrement du tissu social. Le mal n'est pas individuel, il est systémique. Il désorganise les liens, rompt les rythmes, transforme la coexistence en juxtaposition de survivance. La communauté ne vit plus ensemble, elle endure côte à côte. Ce qui frappe dans cette représentation de la peste, c'est l'absence totale de sens. Les médecins observent, mesurent, consignent. Ils tentent de comprendre, mais leur diagnostic reste impuissant. Ils décrivent les symptômes sans jamais toucher à la cause. La science, ici, ne se trompe pas, elle est simplement insuffisante. Elle opère dans un monde où la question n'est plus celle du fonctionnement, mais celle de la signification. La maladie devient alors un langage muet. Elle dit ce que la raison ne peut plus formuler. Quelque chose circule qui ne devrait pas circuler. Quelque chose persiste qui aurait dû disparaître. Le monde est encombré par un excès de présence. Et cette présence excessive prend la forme d'un mal diffus, sans visage unique, sans point d'origine clairement identifiable. C'est dans ce contexte que la figure d'Hélène prend une dimension centrale. Là où les autres personnages cherchent à comprendre, elle ressent. Son corps devient le lieu où le mal se manifeste avant même d'être nommé. Ces crises, ces convulsions, ces états de transe ne sont pas des symptômes à éradiquer, mais des formes de perception aiguë. Hélène n'est pas malade du vampire, elle est accordée à lui. Elle capte ce que les autres refusent de sentir. Le film renverse ainsi radicalement la hiérarchie habituelle entre savoir et sensibilité. La lucidité ne passe plus par l'analyse mais par l'exposition. Elle ne maîtrise rien, elle est traversée. Et cette traversée, loin de l'affaiblir, la place au cœur du réel. Elle devient le point de jonction entre le monde rationnel et ce qui lui échappe. Le lien entre Hélène et Orlok n'est pas seulement narratif ou symbolique, il est ontologique. Ils partagent une même anomalie. Ils sont tous deux en décalage avec le rythme normal du vivant. Mais là où Orlok fige, Hélène accepte la traversée. Là où Orlok accumule, Hélène consent à la perte. Le mal, chez Eggers, n'est pas ce qui souffre, mais ce qui refuse de souffrir jusqu'au bout. Cette opposition est essentielle. Orlok ne supporte pas la finitude. Il la nie par la prédation. Hélène, au contraire, accepte d'entrer dans une logique sacrificielle. Elle comprend que le mal ne peut être vaincu par la force ni même par la connaissance.
Il ne peut être interrompu que par un geste qui réintroduit la mort là où elle a été exclue. La désagrégation du monde atteint son point culminant. Visborg devient un espace spectral, peuplé de vivants qui ressemblent déjà à des morts. Les rituels sociaux s'effondrent. Les funérailles se succèdent sans cérémonie. Les rues se vident. La peur n'est plus hystérique, elle est résignée. Le monde n'est pas en panique, il est épuisé. Eggers filme cet épuisement avec une lenteur très insupportable. Il ne cherche jamais l'effet choc. Il montre l'usure, l'érosion, le moment où une société cesse de croire qu'elle peut encore se réparer. Le mal n'a pas besoin de s'imposer brutalement. Il attend que tout soit suffisamment affaibli pour se maintenir, sans résistance. Dans cette logique, Orlok n'est plus seulement un personnage, il devient une figure du monde qui ne sait plus mourir. Un monde qui conserve, stocke, accumule, mais ne transforme plus. Un monde qui refuse la perte et finit par se vider de toute vitalité. La physiologie du mal, telle que la met en scène Nosferatu, n'est donc pas celle d'un virus extérieur, c'est celle d'un dérèglement du rapport à la finitude. Le vampire est la forme ultime d'un désir de permanence devenu pathologique. Il incarne ce moment où la survie se substitue à la vie, où la durée remplace le sens. Et c'est précisément pour cela que le mal ne peut être combattu de l'extérieur. Il faut l'accueillir, le contenir, le mener jusqu'à son point de rupture. Hélène comprend que l'on ne détruit pas Orlok en l'attaquant, mais en l'exposant à ce qu'il fuit depuis toujours, la limite. Le lever du jour n'est pas une arme physique, il est une sorte de révélation. Il rappelle surtout aux vampires qu'aucune présence ne peut s'imposer indéfiniment sans se dissoudre. C'est à cet endroit précis que le film s'apprête à basculer vers son dernier mouvement. Non plus celui de la contamination, mais celui du sacrifice. Non pas celui du corps malade, mais celui du corps offert. Et non plus celui d'un monde qui se défait, mais celui d'un monde qui tente, dans un dernier geste, de se réouvrir au temps. À ce stade de Nosferatu, le film a déjà tout détruit. Les certitudes, les corps, les institutions, les savoirs. Il ne reste presque plus rien à sauver au sens classique du terme. Visborg est exsangue, Thomas est brisé, la communauté est dissoute dans la peur et l'épuisement. Le mal n'est plus un événement, il est devenu un état du monde. C'est précisément à cet endroit que le film opère son dernier déplacement, le plus radical. Il ne s'agit plus de lutter contre Orlok, mais d'interrompre ce qu'il représente. Hélène comprend ce que personne d'autre ne peut formuler, que le vampire ne peut pas être vaincu comme un ennemi, qu'il ne s'agit pas d'un affrontement de force, mais d'un déséquilibre ontologique. Orlok ne tient pas par sa puissance, mais par le refus obstiné de toute limite. Il existe parce qu'il échappe à la finitude. Tant que la mort reste exclue de son horizon, le monde reste condamné à la stagnation. Le film ne présente jamais cette compréhension comme une illumination rationnelle. Hélène ne déduit pas, elle consent. Elle accepte de se rendre disponible à ce que le monde exige d'elle. Son geste n'est ni héroïque ni stratégique, il est tragique au sens le plus ancien du terme. Elle reconnaît que quelque chose doit être perdu pour que quelque chose d'autre puisse recommencer. Dans cette dernière partie, le corps d'Hélène devient le lieu d'un affrontement silencieux. Non pas un combat, mais une exposition. Elle ne cherche pas à fuir Orlok ni à le détruire, elle l'accueille. Elle lui offre ce qu'il désire, précisément pour l'attacher à ce qu'il fuit. Le désir du vampire n'est pas seulement sexuel ou vital, il est temporel. Il veut durer, il veut se maintenir dans une nuit sans fin. Hélène comprend que pour le vaincre, il faut l'ancrer dans le temps, l'obliger à rester jusqu'à l'aube. Ce geste est fondamentalement sacrificiel, mais il ne relève pas du martyre spectaculaire. Eggers filme cette nuit finale avec une sobriété presque cruelle. Pas de musique triomphante, pas de glorification du corps offert, seulement une lente immobilité, une attente tendue, un monde suspendu à l'écoulement des heures.
Le sacrifice n'est pas un acte éclatant, c'est une endurance. Ce qui se joue ici dépasse largement la figure du vampire. Hélène accepte de devenir le point de passage par laquelle la mort revient dans le monde. Elle ne sauve pas Visborg en détruisant Orlok, elle sauve le monde en réintroduisant la finitude, là où elle avait été niée. Le lever du jour n'est pas une punition infligée aux vampires, mais un rappel cosmique. Toute chose doit finir pour que le temps puisse continuer. Orlok, exposé à la lumière, ne meurt pas dans un cri, il se défait, il se dissout. Son corps, privé de la nuit éternelle qui le maintenait, perd toute consistance. Cette disparition n'a rien de spectaculaire, elle est presque administrative, comme si le monde procédait enfin à une correction attendue depuis trop longtemps. Le vampire ne s'effondre pas, il cesse. La mort d'Hélène, en miroir, n'est pas présentée comme une victoire, elle est une perte irréversible. Le film ne cherche pas à la compenser. Thomas ne retrouve pas sa vie d'avant. Visborg ne redevient pas innocente. Le mal a laissé des traces. Et c'est précisément là que réside la force morale du film. Il refuse toute illusion de restauration totale. Le sacrifice d'Hélène ne rétablit pas l'ordre ancien, il ouvre la possibilité d'un autre rapport au temps. Un monde qui a vu ce qu'il en coûte de refuser la limite et ne peut plus se raconter les mêmes histoires. La finitude n'est plus un scandale à éviter, mais une condition à reconnaître. Dans cette perspective, Nosferatu se rapproche d'une pensée profondément tragique de l'existence. Non pas celle qui glorifie la souffrance, mais celle qui reconnaît que toute vie véritable suppose une capacité à perdre. Le mal n'est pas ce qui détruit, mais ce qui empêche de perdre. Orlok est l'anti-tragique par excellence. Il refuse la mort, donc il refuse le sens. Hélène, à l'inverse, accepte de disparaître pour que le monde retrouve une temporalité habitable. Elle ne sauve pas les individus un à un, elle sauve la possibilité même du devenir. Son geste n'est pas moral au sens normatif, mais ontologique. Il restaure ainsi la circulation. Enfin, le jour se lève. Les corps restent. La ville est meurtrie. Mais quelque chose circule à nouveau. Le temps a repris son cours. Le monde peut recommencer, non pas purifié, mais rendu à sa fragilité essentielle. C'est ici que Nosferatu révèle pleinement sa portée philosophique. Le film ne parle pas seulement de monstres, de superstitions ou de peurs archaïques. Il interroge une obsession profondément moderne, celle de la permanence, celle d'un monde qui voudrait tout conserver, sans jamais accepter la perte qui rend la vie signifiante. Le vampire est la figure extrême de cette obsession. Il est ce qui devient une civilisation lorsqu'elle confond survivre et vivre, durer et exister. Hélène, par son sacrifice, rappelle une vérité que la modernité a tenté d'oublier. Rien ne peut être sauvé sans être exposé à la disparition. Et c'est peut-être là, dans cette reconnaissance tragique, que Nosferatu cesse d'être un film d'horreur pour devenir une méditation profondément contemporaine sur notre rapport au temps, au corps, et à ce que nous appelons parfois à tort la vie. Nosferatu n'est pas seulement une créature nocturne, une silhouette cauchemardesque surgit des peurs archaïques. Elle est une figure philosophique, presque métaphysique, qui cristallise une angoisse beaucoup plus profonde que celle de la mort physique. À travers lui, le film donne corps à une expérience radicale du vide, à une forme d'existence qui ne vise plus rien, qui ne désire plus rien, si ce n'est la continuation mécanique d'elle-même. Nosferatu ne veut pas conquérir, ne veut pas gouverner, ne veut pas transformer le monde. Il se contente d'y persister comme une ombre qui refuse de disparaître. C'est en cela qu'il peut être lu comme une figure du nihilisme, non pas le nihilisme spectaculaire de la destruction totale ou de la révolte bruyante, mais un nihilisme silencieux, rampant, presque passif. Nosferatu ne proclame rien, il ne revendique aucune idéologie, il n'argumente pas, il avance lentement, inéluctablement. Sa présence est une négation en acte.
négation de la vie comme élan, comme projet, comme ouverture. Il ne vit pas, il survit. Il ne désire pas, il absorbe. Dans cette perspective, Nosferatu se rapproche de ce que Nietzsche décrivait comme le nihilisme achevé, ce moment où les valeurs se sont effondrées, où le monde n'offre plus de sens transcendant, où l'existence ne repose plus sur aucun horizon supérieur. Mais là où l'homme nihiliste moderne peut encore être déchiré par cette perte, Nosferatu, lui, ne souffre pas. Il est déjà au-delà de la question du sens. Il est l'après, une forme d'existence débarrassée de toute illusion, mais aussi de toute possibilité de création. Visuellement, le film accentue cette lecture. Nosferatu est souvent filmé comme une anomalie spatiale, une silhouette qui ne semble jamais vraiment appartenir au lieu qu'elle traverse. Il est toujours en décalage, trop droit, trop raide, trop immobile dans un monde encore vivant. Son ombre précède son corps, comme si la négation arrivait avant l'être. Et cette ombre n'est pas seulement une menace physique, elle est la matérialisation d'un monde où la vie se retire peu à peu, où la chaleur, le désir, la relation s'éteignent. Le nihilisme de Nosferatu ne détruit pas par le feu, mais par le froid. Il ne bouleverse pas l'ordre établi, il l'épuise. Là où il passe, la peste s'installe, non comme un châtiment moral, mais comme une conséquence presque logique de sa présence. La mort n'est plus un événement exceptionnel, elle devient un état diffus. Le monde continue de fonctionner, mais sans âme. Face à cela, Nosferatu apparaît comme une figure du dernier homme inversé. Non pas celui qui se satisfait de petits plaisirs et d'un confort médiocre, mais celui qui a déjà traversé la mort des valeurs et qui n'en a rien reconstruit. Il n'est pas un avertissement moral au sens traditionnel, il est un symptôme, le symptôme d'un monde, où le sens ne circule pas, où l'existence se réduit à une pure persistance biologique, dénuée de toute transcendance. Et pourtant, le film ne s'arrête pas à cette figure de la négation absolue, car si Nosferatu incarne le nihilisme, il révèle aussi en creux ce qui lui résiste. Ce n'est pas la force, ni la raison, ni la science, c'est un geste de don, un acte qui accepte la finitude. Ainsi, Nosferatu ne nous montre pas seulement ce qu'est le nihilisme, il nous montre ce qu'il coûte, une existence sans fin mais sans désir, une survie éternelle mais sans relation, une présence qui nie le monde au lieu de l'habiter. Et face à cette figure glacée, le film suggère que le véritable antidote au nihilisme n'est pas la domination, mais l'acceptation de la mort, de la limite et du sacrifice. Non pas comme un idéal moral, mais comme condition même pour que le sens puisse à nouveau circuler. Nosferatu ne se referme pas comme un récit qui aurait vaincu son monstre. Il se referme comme une œuvre qui nous laisse avec une inquiétude intacte. Orlok disparaît, Hélène meurt, le jour se lève. Et pourtant, rien n'est véritablement résolu. Parce que le vampire n'était pas seulement un être à détruire, mais une question à supporter. Une question que le film n'épuise pas, mais qu'il transmet. Tout au long du film, Robert Eggers n'a cessé de déplacer le centre de gravité du mal. Il commence par nous le faire croire extérieur, archaïque, presque folklorique. Puis il le montre comme une conséquence logique de la normalité moderne. Enfin, il le révèle comme une pathologie du temps lui-même. Un refus de la finitude, une crispation sur la durée, une volonté de persister sans jamais se transformer. Orlok n'est pas un accident de l'histoire, il est ce qui arrive lorsque le monde cesse d'accepter la perte. Lorsqu'une civilisation veut tout conserver, les corps, les biens, les savoirs, les traces, sans jamais consentir à ce qui doit disparaître. Le vampire est alors moins une figure du passé qu'un miroir tendu au présent. La modernité que filme Nosferatu est une modernité sûre d'elle-même, organisée, rationnelle, confiante dans ses structures. Elle croit avoir neutralisé l'ombre par la lumière, la superstition par la science, le chaos par l'administration. Et c'est précisément cette certitude qui la rend vulnérable. Non parce qu'elle serait fausse, mais parce qu'elle est incomplète.
Elle a oublié que tout ordre repose sur une part d'acceptation du tragique. Thomas Hunter incarne cette amnésie. Il ne fait rien de mal au sens moral. Il agit conformément aux règles, aux attentes, aux procédures. Et pourtant, c'est lui qui ouvre la voie au désastre. Non par corruption, mais par adhésion. Le film suggère ainsi une idée profondément dérangeante. Le mal ne progresse pas seulement par la transgression, mais par l'obéissance tranquille à un monde qui ne se pense plus. Face à cela, Hélène n'apparaît jamais comme une héroïne au sens classique. Elle n'a ni plan, ni stratégie, ni pouvoir. Elle n'a même pas de certitude. Elle possède autre chose, de plus fragile et de plus radical, une capacité à se rendre disponible au réel, même lorsqu'il est insupportable. Elle accepte de sentir ce que les autres veulent comprendre. Elle accepte de perdre là où les autres cherchent à préserver. Son sacrifice ne rétablit pas un ordre moral. Il ne purifie pas le monde et il ne garantit rien. Il accomplit un geste plus discret, plus fondamental. Il rend au temps sa direction. Il rappelle que toute vie doit pouvoir finir pour que le monde reste habitable. Que la mort n'est pas l'ennemi de la vie, mais sa condition silencieuse. C'est en cela que Nosferatu est un film profondément tragique, au sens grec du terme. Il ne propose pas de solution, mais une lucidité. Il ne promet pas la rédemption, mais la reconnaissance d'une limite. Il montre que le véritable monstre n'est pas celui qui tue, mais celui qui empêche toute fin, toute transformation, toute transmission. Nosferatu ne nous dit pas que nous sommes condamnés, il nous rappelle que nous sommes responsables, responsables de notre rapport au temps, à la mort, à ce que nous acceptons de laisser disparaître pour que quelque chose d'autre puisse naître. Le mal dans ce film n'est donc pas spectaculaire. Il est discret, lent, rationnel. Il s'installe là où l'on cesse de se demander ce que vivre veut dire. En cela, Eggers ne réactive pas un mythe ancien pour le plaisir de la nostalgie. Il nous oblige à regarder ce que ce mythe désignait déjà. Une peur fondamentale. Non pas de mourir, mais de vivre dans un monde qui aurait oublié pourquoi il accepte encore la mort. À la fin, le monstre disparaît, mais la question demeure. Et c'est peut-être là que Nosferatu accomplit son geste le plus radical. Il ne nous libère pas de l'ombre. Il nous apprend à reconnaître ce que nous faisons lorsque nous prétendons l'avoir vaincu.